l'autonomie intellectuelle et scientifique, c'est peut-être le seul levier de progrès qui reste à notre continent, que ce que nous pouvons encore maîtriser, contrôler et initier. C'est pour dire que la question de l'éducation que nous traînons depuis des décennies n'a pas vraiment encore trouvé solution, en tout cas aux yeux de beaucoup d'Africains. Il y aurait beaucoup à dire sur la question. C'est aussi pour ça que le passage au pays d'un fils du pays, Adebisi Diogan qui est le fondateur et le directeur exécutif de African Political Outlook, une plateforme bien installée maintenant au cœur de l'Europe, à Bruxelles, dont j'ai notamment assisté au 4e sommet il y a quelques semaines. Magnifique lieu de rencontre, et non pas seulement un lieu de rencontre pour des questions de discussion et de conversation, mais vraiment pour aller au fond des choses, dans le but vraiment de donner un autre éclairage, un éclairage plus positif, plus productif à notre continent. C'est vraiment un game changer, le APO, African Political Outlook, dont je n'allais pas rater l'occasion, et tout le monde n'allait pas rater l'occasion d'attraper Adebisi au passage et pour cette discussion juste un peu casual comme ça. Mais bon, peut-être qu'on va commencer, Adebisi, si tu permets, peut-être que ce serait bien de présenter quand même Africa Political Outlook. C'est une occasion unique pour nous. Nous sommes partenaires, APO et tout le monde. Et donc, moi, c'est même de mon intérêt que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, connaissent encore mieux tout ce travail que toi et les tiens faites à Bruxelles. Absolument. S'il te plaît. Mujib, encore une fois, merci de m'accueillir dans les magnifiques locaux du monde. Merci de m'accueillir sur ce plateau pour cette émission. Et merci surtout à toi pour le travail courageux, le travail nécessaire, aussi fondamental que tu fais ici à Porto Novo. Bien de Porto Novo, très important de ne préciser pas pour Porto Novo, mais pas que pour le Bénin, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain, je dirais pour le monde. J'aime beaucoup, on s'est rencontrés l'autre jour et je t'ai demandé le sens, pas de tout mot on peut expliquer, révéler. Et je pense que le cœur de ce que tu fais est dans ce moment, je dirais, de flou, dans ce moment, je dirais, de confusion, de questionnement, en fait, de nos modèles, de nos chemins, de nos trajectoires, proposer des solutions, des réponses pour mieux éclairer, pour révéler, en fait, une trajectoire est absolument louable, nécessaire, et je tiens à préambule de cet échange, donc le dire, le saluer et t'en féliciter. Alors donc pour vos auditeurs, nos téléspectateurs, donc moi je suis Adebisi Diogan et donc je suis le fondateur et directeur exécutif de l'Africa Political Outlook, donc qui est une plateforme de réflexion, de design, de construction, d'incubation des nouveaux modèles de gouvernance en fait pour le continent africain. Pourquoi la question de la gouvernance? Tu sais, on sait les défis persistants de notre continent, les défis politiques, les défis industriels, les défis économiques, les défis technologiques, les défis géopolitiques qui persistent, en fait, trouvent un point de convergence ou un élément, je dirais, de lien, c'est la question de la qualité de la gouvernance. En pensant dans la phase de lancement il y a 4 ans de l'APO, nos différentes études nous ont amené à comprendre et à voir qu'en réalité, plus dans un pays, plus dans une société, en fait, les modèles de gouvernance s'améliorent, les modèles de gouvernance sont plus efficients, plus robustes, et bien cela entraîne de manière quasi automatique une élévation, en fait, à un niveau de PIB de 12%
par habitant, notamment les pays d'Asie du Sud-Est qui nous inspirent. Et alors, on regarde en plus dans les pays de l'OCDE, on voit, on en parlait dans nos échanges informels, vous avez aujourd'hui des pays qui peuvent donner les États-Unis, la France, il y a quelques années, la Belgique est restée plus d'un an sans gouvernement, le système fonctionne parce qu'il y avait un modèle, un système de gouvernance qui tenait le pays, qui faisait avancer le pays. Et donc, il nous a semblé qu'on arrivait à un moment, je pense, où un certain nombre de modèles s'essoufflaient, arrivaient à leur fin. Et dans ce moment, je pense, où la question de la souveraineté, on le voit, revient au jour, la question de l'autonomie, l'indépendance stratégique du continent sur différents sujets. Il y a une vraie aspiration des sociétés, des élites, des jeunes, des femmes, à une prise en main de notre destin. Eh bien, il fallait se saisir la question de la gouvernance, mais de quelle gouvernance, pour quel avenir, Est-ce que c'est le modèle de gouvernance où on réplique, où on copie, où on essaye de faire du patchwork sur l'existant, sur des modèles qui n'ont pas existé, des modèles hérités, des modèles copiés, ou même des modèles, on prend beaucoup en exemple, les pays asiatiques, mais est-ce qu'ils correspondent vraiment à la trajectoire qu'on veut donner à notre continent? Est-ce que ces modèles correspondent à qui nous sommes fondamentalement en tant qu'Africains? Est-ce que ces modèles correspondent à qui nous voulons être aussi? Et donc, à l'APO, on interroge finalement, donc, les paradigmes, nos croyances, nos pensées, les croyances, les pensées, les schémas cognitifs donc, qui encadrent en fait, nos modèles de gouvernance. Nous interrogeons, nous travaillons aussi sur les politiques publiques en elles-mêmes, les priorités, les arbitrages qui donnent corps en fait à décisions publiques. Nous travaillons aussi, nous réfléchissons aussi sur les processus, les processus de décision publique, les processus d'exécution de politiques publiques. Est-ce qu'ils sont efficients? Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils sont participatifs? Est-ce qu'ils sont inclusifs? Est-ce qu'ils sont durables? Nous travaillons aussi sur la question des personnes. Il n'y a d'hommes, il n'y a de richesse que d'hommes, les personnes qui exécutent, les personnes qui délivrent en fait, les politiques publiques sont peut-être de ces 4 P que je viens d'énumérer, le facteur le plus important. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs paradigmes, les meilleurs processus, les meilleures politiques publiques. À partir du moment où vous n'avez pas les bonnes personnes à la bonne place, eh bien, vous ne vous donnez pas les chances de réussir. Et donc, l'APO travaille autour de ces dimensions-là, autour de 4 piliers opérationnels que je vais vous présenter très rapidement. Nous avons donc un sommet annuel qui est notre Multi-Stakeholders Platform qui est réuni tous les ans à Bruxelles, chefs d'État, chefs de gouvernement, des institutions multilatérales, africaines, européennes, internationales. 2026, c'était le 4e sommet. Absolument. Fin mars 2026, c'était le 4e sommet. Des institutions de la société civile, des jeunes, des femmes, des institutions aussi religieuses. Cette année, nous avions un panel très passionnant sur les forces de la spiritualité, de la foi et comment elles interagissent avec la gouvernance des problématiques fondamentales, centrales, à la manière dont nous pensons, en tant qu'Africains, nous pensons nos sociétés, nos modèles, dans la manière dont nous voyons le monde. Donc, et c'est aussi ça que sert cette plateforme, amener des sujets qui sont des sujets de fond, des sujets qui, pour nous, forment vraiment le socle, l'architecture, le terreau des sociétés africaines et de ce que devraient être nos modèles de gouvernance. Et donc, nous interrogeons ces sujets, nous mobilisons différents acteurs de différents mondes, croiser leurs regards, croiser leurs perspectives dans une approche d'interdisciplinarité, dans une approche aussi ouverte. Je pense que c'est peut-être l'un des compliments que nous avons tous lorsque nous organisons ce sommet, le fait que,
vraiment un sommet du chef d'État, c'est un espace complètement ouvert, complètement libre, une discussion ouverte et même si d'incubation de solutions. On ne vient pas juste critiquer, parler des mots qui minent. Il y a tellement de sommets, il y en a tellement, on parle de ce qui ne marche pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui marche aussi. Parce qu'il y a des modèles sur le continent africain. Nous sommes dans un pays, je pense qu'il y a depuis une dizaine d'années qu'on peut faire fonctionner, marcher des choses, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a des choses qui peuvent se penser, se faire, qui peuvent marcher, apporter des solutions. Il y a des modèles sur le continent, mais il y a aussi des modèles ailleurs qu'on peut apprendre. Il y a aussi des modèles qu'on peut construire ensemble, dans des espaces d'intelligence collective. Et donc, le sommet est vraiment cet espace d'intelligence collective. En dehors du sommet, nous avons des policy clusters, donc des espèces d'observatoires. Donc, à Itumo, vous avez cela, des observatoires, donc, qui réfléchissent donc, à différentes thématiques, différentes problématiques, des enjeux d'architecture de paix et de sécurité, des enjeux nouveaux modèles de prospérité inclusive. Nous avons un policy cluster, c'est comme ça que nous les appelons, qui travaillent sur les questions d'efficience, des modèles de gouvernance efficients, et un dernier policy cluster sur plutôt des enjeux de digitalisation, de souveraineté technologique et du rôle de la diaspora dans la transformation du continent africain. Et un dernier programme, un programme de leadership de EPO, Future Leaders. Donc voilà, globalement, notre architecture d'action à la cour. Et nous sommes très ravis de collaborer avec des think tanks, donc des instituts, des espaces comme Itumo, qui sont des espaces, encore une fois, fondamentaux, des espaces nécessaires, des espaces au cœur aussi du continent. Je pense que c'est aussi cette complémentarité que nous devons chercher à construire, amplifier, pousser, porter, pour apporter aussi des schémas, construire ensemble des schémas, je pense, de réponse pertinents, inclusifs et durables aux différents défis sur lesquels nous travaillons. Cela me rend profondément optimiste. Merci bien. Alors justement, tu as parlé des modèles qui ne sont pas forcément compatibles. Personnellement, je pense qu'aucun modèle n'est calcable, décalcable. C'est-à-dire juste qu'on appose sur l'autre en espérant ou en priant pour que ça marche. Or, par la force des choses, par la force de l'histoire, nous, comme je dis, nous, je parle de notre continent, on a fait que ça. On a fait qu'appliquer des modèles extérieurs. Bon, ça bouge, évidemment. Je suis très content c'est une parenthèse, que tu aies mentionné qu'il y a des initiatives sur le continent. Très important. Ça me permet de rappeler d'abord le sigle de Itouma avec la goutte d'eau. La goutte d'eau, ça veut dire que ce n'est pas que nous inventons quoi que ce soit. Nous apportons notre goutte d'eau aux nombreuses initiatives sur le continent. Les initiatives peuvent ne pas être forcément couronnées d'efforts tout de suite. L'essentiel, c'est qu'il y ait ce regain d'intérêt pour la chose africaine. Absolument. Et que down the road, comme ils disent, ça finira bien par fonctionner si on veut le faire nous-mêmes, évidemment en s'inspirant du monde. Parce que moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que malheureusement, plus nous allons à l'école, moins nous en savons sur nous-mêmes. Et c'est peut-être là la question de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, de l'enseignement, qui est quelque chose qui n'est pas assez bien cerné sur notre continent. C'est vrai que l'éducation en soi, de façon neutre, c'est la première denrée nécessaire s'il le faut. Juste pour rappel, c'est bien sur l'alphabétisation que l'Europe a pu accéder à la révolution industrielle. Parce qu'il y avait la domination arabe jusqu'au 16e, 17e siècle. La domination arabe a commencé à décliner justement en raison de l'alphabétisation. Dans les villes, dans le monde arabe, il y avait peut-être 5 ou 10% des hommes qui étaient au XVIIe siècle lettrés, alphabétisés. À ce même moment en Europe, à Londres, aux Pays-Bas, 40% déjà. Donc, et fondamentalement, ça fait un effet de balancier. Les mieux éduqués, alphabétisés ont pris le dessus sur les non-éduqués.
Donc c'est absolument fondamental. Mais la question, encore une fois, parce que si c'était juste ça, nous avons tellement de docteurs et d'agrégés sur le continent que ça aurait suffi à notre bonheur. On voit bien que ce n'est pas le cas. Donc la question, c'est celle de la compatibilité de nos compétences par rapport à nos réalités. C'est sur ça que je voudrais savoir ce que tu veux dire. C'est ce que tu as appelé dans nos échanges, je pense, liminaires, hein, la crise de la déséducation, c'est ça. On envoie évidemment des jeunes, des enfants à l'école pour les éduquer, mais en fait, il en ressort des éduquer. Je voudrais peut-être, tu mets à partager ma réponse en 3 points. Premier, tu as parlé de la question de l'Occident et de comment en fait les sociétés, un certain nombre de sociétés se sont construites d'abord à l'école. Et comme la France en réalité a été construite d'abord avec l'école, autour de l'école, de l'éducation, qui pensé comme un projet politique, a réussi à non seulement créer un sens, c'est d'identité nationale, mais surtout en fait donner aux citoyens les moyens de leur émancipation, de capacité à se penser à la société, etc. Tu en parles et je rebondis là-dessus parce que c'est le célèbre écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o, dans son célèbre ouvrage, c'est Kaïtoumou. Vous avez une Chapman House Rule, vous aimez privilégier les références Très content littéraires africaines. Africain ou la diaspora. Alors laisse-moi t'interrompre. Africain, dans le concept de Touma, ce n'est pas géographique. C'est ça. C'est-à-dire c'est un état d'esprit. C'est ça. Il y a des blancs qui sont africains. Absolument. C'est juste un état d'esprit. Absolument. C'est un peu de solidarité et de culture. C'est ce que l'intellectualisme. C'est ce que le professeur Achille Membe appelle l'Afrique monde. L'idée que l'Afrique n'est pas qu'une géographie, mais c'est un universalisme, une certaine idée aussi du monde. C'est notre ambition humain. Voilà. Un message, une idée en fait de l'humain, une certaine universalisme. C'est peut-être un sujet pour notre podcast. Mais Ngugi wa Thiong'o, il disait bien dans son ouvrage, c'était Colonizing the Mind, que en réalité, ce qui a fait la conquête coloniale permanente, ce qui en a fait le succès, ça n'a pas été tellement le canon, il pouvait dire, better than the canon, the school made the conquest permanent, right? For the canon forces the body, but the school fascinated the soul. Ce qui a fait le succès du projet colonial, de ce projet en fait, si tu veux, ce modèle d'école qu'on a hérité de la colonisation, qui est le modèle sur lequel le pays fonctionne encore et qui est en train de montrer, qui montre aujourd'hui ses limites. C'est le fait que ce projet fondamentalement nous a amené l'Africain, l'homme africain à se rejeter un peu, à se dire, au fond, le meilleur, le bon, le système, l'idéal humain, l'idéal, si tu veux, en termes de modèle de vie, de modèle social, de référence, ce n'est pas moi, ce ne sont pas de mes valeurs, mais c'est, si tu veux, colonisateur, il y a quelques années, mais aujourd'hui, l'Occident, l'autre, le monde, en créant cette espèce d'extraversion, si tu veux. Et c'est cette colonisation, si tu veux, de l'âme, de l'esprit, en fait, de l'Africain, qui se perpétue et qui se perpétue encore dans l'école africaine. Et au point où, si tu veux, les structures, les curricula, les hiérarchies, en fait, du savoir, qui étaient un peu héritées et fabriquées pour façonner l'homme africain à l'image, en fait, à l'image pour en faire une espèce de réplica du colon, en réalité, persiste. Et donc, lorsque vous avez un système éducatif... Réplica à minima. À minima, oui, réplica à minima, absolument.
Donc, lorsque vous avez un système que vous n'avez pas pris le temps d'interroger, que vous n'avez pas pris le temps de déconstruire, et qui fondent, hein, et c'est ça le danger, qui fondent votre système de reproduction de vos citoyens, le système de reproduction de vos élites, eh bien, à un moment, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose dans un monde qui se transforme, dans un monde qui change avec des besoins économiques, des besoins, même en termes de représentation dans le monde, en termes de dialogue avec vous. Vous arrivez à un moment où ce modèle-là, en fait, fonctionne, où il est plus vite, et où il faut se pouvoir peut-être se poser la question d'une espèce de tabula rasa. Hein. Parce que quand vous avez un modèle pensé pour un siècle, pour former un certain type d'individu, pour répondre à un certain besoin, et que vous projetez dans un monde dans lequel vous voulez vous pensez souverain, vous pensez indépendant, eh bien, dans votre architecture, dans la manière dont vous pensez votre projet de société, eh bien, vous devez fondamentalement questionner, voire remettre en cause ce modèle. Et je rajouterais à ce que je viens de dire que, au fond, l'éducation, quand on prend le sujet de construction, hein, de société moderne, n'est pas un projet neutre, en réalité. N'est pas un projet neutre, n'est pas un projet politique neutre. L'éducation est même, je pense, à mon sens, le plus grand projet politique d'une société. Lorsqu'on prend une société, vous avez globalement 4 éléments ou piliers dans l'infrastructure, dans la fabrique de la société. Vous avez l'architecture, notamment politique, l'architecture économique, l'architecture culturelle et l'architecture éducative. Et c'est l'architecture éducative en réalité qui soutient tout le reste, parce que c'est l'école qui produit et qui reproduit en réalité les individus, les hommes, là, hein, qui font en fait qui font vivre, hein, qui animent en fait, si tu veux, l'ensemble des autres architectures, hein, que je viens de te mentionner. Et donc, oui, la crise de la déséducation, parce que nous avons hérité de modèles que nous n'avons pas su remettre en cause, nous avons hérité de modèles qui ne correspondent pas plus en fait au monde dans lequel on vit, et nous avons surtout hérité de modèles, je pense, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, qui déconstruisent, si tu veux, qui déforment, hein, qui déséduquent.